Christian Penda Ekoka est né le 21 mars 1952 à Douala. Après le baccalauréat C, qu'il passe brillamment au collège Liberman de Douala, il est sélectionné en 1971 par l'Agence canadienne de développement international, en abrégé ACDI, afin de poursuivre des études d'ingénieur au Canada. Christian Penda Ekoka est ingénieur diplômé de l'École polytechnique de Montréal et détenteur d'un diplôme d'études supérieures d'économie et de management et d'un MBA de différentes universités canadiennes. Rentré au Cameroun en 1978, Christian Penda Ekoka commence une carrière d'ingénieur au chemin de fer, puis rejoint la Société nationale d'investissement où pendant une quinzaine d'années, il est Investment Officer et directeur des études et projets. À ce titre, il initie et coordonne la réalisation de projets dans différents domaines industriels, agro-industriels et de services, parmi lesquels le chantier naval et industriel du Cameroun, les complexes agro-sucriers, une conserverie alimentaire, une entreprise de pêche industrielle, le complexe hôtelier Hilton à Yaoundé, et plus encore. En 1991, il a 59 ans lorsqu'il quitte la SNI pour créer une société de consulting international, Business Development Service, spécialisée dans le conseil en investissement, les politiques et stratégies industrielles. Christian Penda Ekoka a effectué des missions dans plus de 25 pays d'Afrique et des Caraïbes pour le compte d'organisations internationales, parmi lesquelles le groupe de la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, l'Organisation des Nations unies pour le développement industriel et le PNUD. Il a également effectué des missions d'études dans une quarantaine de pays d'Asie, d'Europe, d'Amérique et d'Afrique. Auteur de plusieurs études et d'articles sur les politiques de développement économique et industriel en Afrique, il est également auteur de 2 ouvrages, un guide pour les investisseurs au Cameroun, terre d'hospitalité et d'opportunités, et Cameroun vers un 3e millénaire. Ouvrage écrit en 1997 pour préparer la jeunesse camerounaise à acquérir les armes nécessaires pour relever les nouveaux défis du millénaire. En cours de réédition, cet ouvrage sera disponible au courant du premier trimestre de 2020. En mars 2010, Christian Penda Ekoka est nommé conseiller du président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya. En juillet 2018, à la surprise générale, Christian Penda Ekoka annonce qu'il ne soutiendra pas la candidature de Paul Biya à l'élection présidentielle d'octobre 2018 et qu'il apportera son soutien à Maurice Kamto, candidat du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Christian Penda Ekoka est marié et père de 3 enfants. Ses hobbies, la musique africaine, classique et jazz, lecture et arts martiaux. Sa passion, c'est le développement. En effet, Christian Penda Ekoka aime à dire que tout au long de son parcours professionnel, à travers différents continents, il a été habité par une seule quête: pourquoi certains pays se développent et d'autres pas. Il dit qu'il commence à avoir une réponse à cette question et nous espérons qu'il commencera également à partager cette réponse avec nous ce soir. Son combat politique. À travers son questionnement sur le développement ou le retard de certains pays, Christian Penda Ekoka a mis en cause pour le cas du Cameroun l'architecture institutionnelle. Dès son retour au pays, Christian s'est tout le temps montré critique face au leadership au sommet de l'État. Reste ma seule préoccupation. Et à partir de ce moment-là, quand j'analyse le constat de toutes les études ayant montré la corrélation forte qu'il y a entre l'organisation institutionnelle d'un pays et la dynamique de prospérité, je vois pourquoi nous piétinons. Nous piétinons pourquoi? Parce que nous avons une organisation de l'État hyper centralisée, ce que j'appelle une monarchisation de l'État, tout le pouvoir reposant dans les mains d'une personne. Et ce qui s'est fait dans ces conditions, comme toujours, il y a une petite caste de courtisans qui, à ce moment-là, entoure, n'est-ce pas, s'agglutinent autour du président, l'isole. Mais c'est une caste extrêmement dangereuse parce que, en l'isolant, on éloigne également, n'est-ce pas, la matérialité du pouvoir des besoins des gens. Et c'est un système d'hypercentralisation qui est caractérisé par le nombrilisme.
Quand il est caractérisé par... Et je vous parle de manière générale, hein, si vous prenez le cas du Cameroun, vous regardez tout le cas, pour voir, c'est ça que les études disent. Et si vous voulez sortir de la situation dans laquelle nous sommes, il faut changer cela. Bon, vous voyez une certaine espèce de nombrilisme dans ce genre de situation, ça veut dire que le système se regarde le nombril. Et il n'est pas altruiste, c'est-à-dire il ne regarde pas les populations. Vous comprenez ce que je veux dire? Et dès que vous voyez ça, vous voyez un système qui ne se préoccupe pas des populations. Et je vais vous faire des illustrations, vous allez commencer à comprendre ce que je vais dire. Vous allez voir que dans ce système, quand je dois faire quelque chose, on va dire pour le Sud, vous allez voir les tracteurs d'Eboloa. Vous allez vous demander, mais pourquoi on fait les tracteurs d'Eboloa? Ça correspond à qui? Au début des années 90, celui qui encore étudiant embrassa le pape au Vatican était l'invité d'Éric Tingué dans une émission commandée par le président Paul Biya. Mais parce que c'était dur, surtout l'EP Christian Penda Ekoka. Je me suis dit non, il faut que je fasse écouter cette émission par le président de la République lui-même avant de diffuser ça le soir. C'est ce que je me suis dit. Donc j'ai fait une copie VHS, parce qu'à l'époque on utilisait VHS. Donc j'ai fait une copie donc VHS que je dépose à la présidence à 7h du matin. Je pars rapidement à la présidence, jusqu'aux appartements privés du chef de l'État, et je donne la cassette VHS et je demande qu'on donne au président le plus tôt possible. Je sors de la présidence, je cours chez moi, parce que je n'avais pas dormi, on a passé toute la nuit à faire le montage. J'arrive chez moi, je prends rapidement une douche et puis je reviens au bureau à 9h pour la conférence de rédaction. Directeur des études et programmes à la SNI, Christian Penda Ekoka, au cours de cette émission, ne s'est pas caché pour détruire l'économie camerounaise. Personne. Le drame, c'est que quand on a enregistré cette émission, cette émission a été enregistrée, et ça allait faire exploser le Cameroun. Moi-même, j'ai eu peur. J'ai dit, mais tiens. Militant réformiste au sein du RDPC, après plusieurs tentatives d'impulser l'idée du développement au sein de cette formation politique, Christian Penda Ekoka en avait décidé autrement. Le RDPC était une terre aride où plus rien ne poussait, pas même les graines fertiles du développement, avait-il répondu à une interpellation de Valsero. Je rappelle que quand on paie les impôts, c'est pour aller construire la route Douala-Bamenda en passant par Bafoussam. C'est pour aller construire les hôpitaux pour les populations. Ce n'est pas de prendre de l'argent qui est destiné au social pour aller le mettre sous forme de subventions dans les entreprises qui sont censées être performantes. Je préfère, moi, avoir des privés nationaux et étrangers à qui je confie les entreprises, je ne leur donne plus rien. Pas de subvention, je dis, mais que vous y mettez votre argent, vous prenez le risque de les faire fonctionner. Moi, vous me payez les impôts, ça me permet en tant qu'État de m'occuper du social. Or, vous, c'est l'inverse que vous faites. Chaque fois, vous dites qu'il faut que l'État vienne. L'État vient au chantier naval, met de l'argent, ensuite ça ne marche pas, fait des subventions, vient dans le cas de Camerco, met de l'argent, ensuite ça ne fonctionne pas, il faut payer des subventions, et ainsi de suite, ainsi de suite. Vous croyez qu'on va y arriver? L'État doit se retirer. Alors, j'ai remarqué que vous avez un vrai problème avec les entreprises public et parapublic. J'ai retrouvé une tribune que vous avez publiée il y a quelque temps dans un journal de La Place, et vous disiez en substance que les sociétés publiques et parapubliques, au lieu d'être une source d'enrichissement de l'État, sont devenues des gouffres à sous. Oui. C'est quand même un peu fort, non? Non, mais c'est pas fort, mais attendez, d'abord la tribune, je l'ai publiée, je crois, en 2003. Ben, ça fait 13 ans. Est-ce que la situation a changé? Est-ce que la situation a changé? Mais non, mais elle n'a pas changé. Vous publiez une tribune en 2003, c'est-à-dire il y a 13 ans. Nous vivons encore le cas des entreprises qui continuent à prendre des financements de l'État, des ressources financières de l'État. Et je vous dis, c'est autant de moins pour le secteur social. Et pourquoi ces entreprises, au lieu de créer de la richesse, deviennent des gouffres à sous? Mais simplement parce que, je veux vous dire, on ne veut pas soumettre les entreprises publiques, n'est-ce pas, à la logique de l'entreprise. Quand vous êtes entreprise, vous êtes entreprise, notamment dans ces secteurs-là. Il n'y a pas deux arithmétiques. Une pour les affaires publiques et une autre pour les affaires privées. Alors, c'est-à-dire que vous préconisez une espèce de New Public Management, c'est-à-dire appliquer à la gestion des entreprises publiques le système de gouvernance en vigueur dans les entreprises privées, c'est ça? Mais oui, mais je vais y arriver, parce que comme vous imaginez que Air France, comme je vous dis, Air France, entreprise dans laquelle l'État français a quelque part, n'est-ce pas, avec des privés, n'est-ce pas, elle ne fonctionne pas sous une logique différente
des autres entreprises. Et Air France est dans la compétition avec les compagnies aériennes privées. Est-ce que si Air France se dit, moi je suis entreprise publique, n'est-ce pas, alors qu'elle est dans un domaine où elle est en compétition avec d'autres entreprises privées, compagnies aériennes comme, on va dire quoi, Delta Airlines et British Airways, d'autres entreprises, n'est-ce pas, Emirates et tout ça. Voilà. Et c'est ce que Ethiopian Airlines a fait. Et c'est ce que Kenya Airways font. Kenya Airways a eu les mêmes problèmes que Khmer, n'est-ce pas, au même moment, pratiquement au début des années 80. Ils ont compris que ils ne pouvaient pas, ce n'était pas à l'État de subventionner. Et ce qu'ils ont fait venir KLM en créant un partenariat, parce qu'il y a une logique de transporteur aérien, c'est une industrie, pour se conformer à cette industrie-là. Ethiopian Airlines, malgré les changements de régime politique, n'est-ce pas, en Éthiopie, est resté, ces régimes politiques ne se sont jamais ingérés, n'est-ce pas, dans la direction de Ethiopian Airlines. Ethiopian Airlines devait se conformer à la logique de l'industrie aérienne. Et ce sont des entreprises. Et vous avez des indicateurs universels, n'est-ce pas, de performance des entreprises, que ce soit au plan de leur exploitation, que ce soit au plan de leur profitabilité, n'est-ce pas, que ce soit au plan de la couverture de leurs dettes. Conseiller à la présidence de la République, Christian Penda Ekoka, dès février 2017, écrivait, je cite, « Le soulèvement anglophone. Une opportunité historique pour réexaminer nos institutions actuelles pour un leadership inclusif au Cameroun. Une position très courageuse au moment où le gouvernement du Cameroun niait l'existence d'un problème anglophone. Justifiant la position extrême des séparatistes, il avait déclaré « Lorsque vous allez le faire, et je vous demande de temps en temps que vous m'expliquiez pourquoi entre Bafoussam et Bamenda, vous avez 70 km. Pourquoi 70 km deviennent en fait un calvaire, alors que normalement vous avez là deux capitales de deux régions où les gens se lèvent à 4 heures du matin, mais vous avez l'impression que quand ces gens se lèvent à 4 heures du matin, le fruit de leur travail est bouffé par des parasites ailleurs. C'est ça le système extractif. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait des sangsues qui bouffent le travail des autres. C'est ça le système extractif. Et donc les gens, vous avez vu la ville de Bafoussam, dans quel état elle se trouve, alors qu'à 4 heures du matin, les gens sont debout, Bamenda pareil. Mais si vous étiez donc dans le cadre de la réforme des institutions politiques, donc que ces villes retrouvent une sorte d'habilitation, c'est-à-dire deviennent majeures, si vous voulez que j'utilise ce terme, les villes, les régions, vous verriez qu'elles prendraient la décision, entre Bamenda et Bafoussam, de construire, pas une route, mais une autoroute, probablement à 4-6 voies. Parce que il apparaîtrait prioritaire aux habitants de ces deux villes. Cette route apparaîtrait prioritaire, donc ce serait la priorité. Et je vais vous donner un autre exemple. C'est le barrage hydroélectrique de Lagdo. Les Chinois ont conçu ce barrage en 79-80. Et il y a deux sorties, c'est-à-dire en dehors de l'hydroélectricité, il y a deux sorties pour l'irrigation. C'est-à-dire que ces deux sorties étaient conçues par le fait qu'il y aurait des changements hydrogéologiques au niveau des berges, n'est-ce pas? Et que lorsque, avec le changement hydrogéologique, lorsque les berges sont maintenant mouillées et que ça repart, les paysans pourraient faire le mousquari. Le mousquari, c'est le millet dans la langue. C'est le mousquari, pourrait le faire. Mais ce barrage hydroélectrique avait 4 turbines au départ. 4 turbines de 18 MW. Ça s'appelle 72 MW. 3 turbines ne fonctionnaient plus. Or, les 3 turbines ne fonctionnant pas, il fallait que ce soit quelqu'un qui est assis à Yaoundé, qui s'occupe de la réhabilitation du barrage hydroélectrique des turbines qui sont à Lagdo. Peut-être qu'il n'y a même jamais été. Peut-être qu'il n'en sait même rien. Mais si la région du Nord avait cela comme responsabilité de par le transfert, n'est-ce pas, des capacités, les gens comprendraient très bien que la réhabilitation du barrage de Lagdo est une priorité. Dans le cadre d'une décentralisation, d'une régionalisation, vous voulez dire? Non, je n'aime pas trop le mot décentralisation parce que c'est comme si vous enlevez du centre pour envoyer à l'heure. Je préfère autonomisation des régions et je préfère vraiment des systèmes, j'aime bien le fédéralisme pour qu'il n'y êtes pas d'ambiguïté, vous voyez un peu ce que je veux dire. Et vous avez des tas de choses comme ça. Si vous avez connu le pays, c'est ce que vous voyez. Et juste, vous allez là jusque parce que cette électricité pourrait aller jusqu'à l'extrême, jusqu'au Tchad, jusqu'à Maïdougouri, c'est-à-dire que jusqu'à
n'est-ce pas, au Nigeria. Exactement comme le Québec produit l'électricité, parce qu'il a justement cette habilitation par rapport à ses ressources naturelles, produit l'électricité, vend l'électricité à une autre province du Canada, l'Ontario, et vend l'électricité également aux États-Unis. Et on nous dit que l'Est est une région pauvre. Mais l'Est est une région pauvre, alors que, en fait, c'est elle qui regorge de toutes les ressources minières. Comment une région, et forestière, j'oubliais, peut être pauvre alors qu'elle regorge de toutes les ressources minières? Vous étiez à l'école primaire quand vous parlez des chutes de Menchum. And experts have shown that it's something that could produce electricity that will supply a great portion of Africa, not only Africa, the Menchum Fall, if they were to construct a dam there. Yes. But till today, that project is in the drawers. So you're saying it. This is what I'm trying to explain. That's in the context of a regional autonomy or federal like state, then the Northwest region will be able to develop its own hydroelectric dam. This is what I'm trying to explain. Conseiller à la présidence de la République, Christian Pendai Koka est donc le cockpit de l'avion Cameroun. Là, il découvre qu'il est impossible de faire voler un avion avec le moteur de la coccinelle. Le cabinet civil qui avait joué le rôle de veille stratégique était devenu opérationnel. Plus encore, il avait le sentiment de servir de pot de fleurs. Les notes et rapports enfouis au fond des tiroirs, il quitte la présidence à la veille des élections de 2018 avec le regret d'avoir occupé des fonctions dont les cercles du pouvoir, sans être parvenus ni à donner la pleine mesure de leur talent, ni à contribuer à insuffler une dynamique au pays. C'est-à-dire que c'est la stratégie qui m'intéresse. Et dès que je suis arrivé, dès qu'on a commencé à me consulter, avant que je n'aille même au palais, quand on a commencé à me consulter, à me poser des problèmes par rapport à ce qui se passait au Cameroun, j'ai commencé à avoir des problèmes de stratégie. Et dès que je suis arrivé au palais, une des choses que j'ai constatées en regardant l'organisation du cabinet civil, j'ai vu clairement qu'il y avait un problème de vide stratégique. Ça, c'est clair. Il y avait un problème de vide stratégique et j'ai commencé à en parler avec, n'est-ce pas, le directeur du cabinet civil de l'époque. Bon, il le sait, hein, le comité de veille stratégique, bah, j'en finissais pas. Je crois d'ailleurs qu'à un moment donné, je lui disais, mais essayez de faire une réunion dans votre village d'état-major en Kilizok pour nous réunir, parce qu'il y a une réunion d'état-major. Une réunion d'état-major parle de quoi? Parle de stratégie. Et même quand le nouveau arrive, il est nommé le 2 mars, et j'ai une note datée du 5 mars, et je crois probablement que c'est la première note qu'il a reçue, où je lui parle essentiellement, n'est-ce pas, du rôle stratégique du cabinet civil. C'est-à-dire qui est l'engin, le véhicule qui est censé porter et projeter l'ambition politique du chef de l'État. C'est-à-dire que vous vous intéressez surtout, monsieur Nipita Tongo, vous vous intéressez surtout au cabinet civil, ça j'imagine, hein, pas le côté protocolaire et intendance, parce que je voyais des gens qui venaient me rendre visite quand ils venaient. Dès qu'ils venaient, ils me disaient qu'il semble qu'il y a une chambre ici, il y a toutes les devises. Donc c'est le côté qui les intéressait. Mais c'est vraiment le côté stratégique qui doit intéresser. Comment vous expliquez-vous donc, avec toute cette pertinence que vous essayez de démontrer, vous aviez le monde du cabinet civil, du secrétaire général, peut-être du gouvernement contre vous, face à ce qui paraît être, je vais dire seul dans le monde, je vais dire tout le monde peut-être non plus. Vous êtes sûr que j'ai le monde. Mais vous ne donnez pas l'impression du contraire. On vous voit seul dans cette bataille, on vous voit seul. Mais bien entendu, moi je ne suis pas enchaîné. J'ai dit que seuls les esprits libres peuvent s'exprimer. Jusqu'à ce soir, est-il encore correct de vous donner du monsieur le conseiller? Mais pourquoi pas? Mais hier, l'autre jour, vous voulez voir mon décret parce que moi je veux surtout voir le badge. Non, vous voyez le badge, c'est pas le badge. Moi, j'ai pas. Vous voulez peut-être le décret, mais vous voyez, attendez, le badge, vous allez voir. Dans le décret, je crois que j'ai pris connaissance. Vous avez. Parce que ça vous intéressera, hein, parce qu'il y en a même qui n'ont pas vu la signature du président. On n'avait pas encore vu la signature du président. Tenez, non, je l'ai déjà vu. Vous avez vu? Bon, tenez, alors regardez. Je l'ai vu, j'ai là en bas. Regardez. Et ça, bon, ça. C'est ça, non? Absolument. La réforme des institutions a toujours été la condition pour le développement du Cameroun. Pourquoi certains pays se développent et d'autres pas? En 2018, Christian Pendai Koka crée le mouvement Agir Act, dont la devise est « Prenons notre destin en main ». Agir Act est un mouvement de la société civile dont la finalité est de permettre à ses membres de réaliser pleinement leurs capacités créatrices.
Allons maintenant parler du mouvement Agile. Oui. Vous êtes président du mouvement Agile. C'est quoi exactement Agile? C'est, en fait, Abbé Michel, c'est un mouvement intergénérationnel dédié à la jeunesse. C'est quand j'ai constaté que la jeunesse camerounaise vivait maintenant dans un état de défaitisme, de fatalisme, n'est-ce pas, de résignation, où chaque fois qu'on posait un problème à un jeune, il disait toujours Bia Boya. On va faire comment? Que je me suis dit que c'est quand même assez embêtant dans un pays où il y a tant à faire, où il y a tant de possibilités, où il y a tant d'opportunités économiques, ainsi de suite, qu'on voit d'ailleurs les étrangers y arriver avec pratiquement sans valise et créer des structures, créer des business, s'en sortir, n'est-ce pas, gagner de l'argent, et que la jeunesse camerounaise elle-même ne puisse pas faire ça. Quand j'ai analysé le problème, quand j'ai fait le diagnostic, je me suis rendu compte que c'était même un problème d'attitude face à la vie. On avait appris à cette jeunesse de dépendre d'un État qui est dans la situation que vous-même vous voyez. D'un État qui est plutôt un État prébendier, un État vampire, un État parasite, n'est-ce pas? Donc qui ne sera jamais enclin, n'est-ce pas, à renforcer les capacités de ces jeunesses, à changer l'état d'esprit de ces jeunesses. Voilà pourquoi nous avons créé Agir, en disant que nous allons travailler au changement des mentalités des jeunes gens et pour leur apporter des solutions concrètes pour qu'ils prennent leur vie en main. Et la devise d'Agir, c'est prenez votre vie en main. En anglais, Agir, c'est act on your life you call. Et nous disons à Agir, quelle que soit votre condition initiale, rien n'est écrit d'avance. Vous pouvez toujours changer votre vie. Ça ne tombe pas du ciel. Votre vie ne dépend pas du ciel. Ça ne se passe pas de la manne. Mais si vous acceptez que par votre propre effort, par votre propre travail, vous pouvez changer votre destin, n'est-ce pas? Vous adhérez à Agir et c'est ce que nous vous apportons. C'est-à-dire, vous regagnez confiance en vous-même et vous savez que la vie est une vie qui a des difficultés, mais la vie sans difficulté, c'est inscrit, n'est-ce pas? La difficulté est inscrite dans la vie. Mais tant que vous êtes positif, sans que vous avez une attitude mentale positive face à ça, on trouve des solutions. Et c'est ça, n'est-ce pas, la devise de Agir. Et je vous ai dit l'autre jour que certains d'entre nous perdront la vie, mais nous vaincrons. We shall overcome. Vous devez le savoir. Mais ça, c'est cet état d'esprit du samouraï qui doit habiter les Camerounais. Qu'on ne marche pas comme ça, comme des gens qui sont là abattus. Non. Même si on doit mourir, on meurt debout. Il faut que ça rentre dans l'esprit des gens. Lorsqu'ils seront changés d'esprit, on ne fera plus n'importe quoi. Non, on ne fera plus n'importe quoi. Les gens croyaient, par exemple, qu'on irait en prison, mais qu'on sortirait là-dedans comme des gens, n'est-ce pas, réduits, abattus, amoindris, ainsi de suite. Non. Bien au contraire. Bien au contraire. Ça, c'est dans la tête. Et je répète toujours cette devise du samouraï, la mort est plus légère que la feuille du rosier.